Le vent de ce matin de janvier était glacial. Silas Brennan se tenait debout devant le comptoir du bureau de Morseland. Il tenait son chapeau entre ses mains calleuses, tandis que Clayton Morse, confortablement installé dans son fauteuil en cuir, souriait. « Brennan, ce squatter bon à rien », dit Clayton d'une voix qui porta jusqu'aux personnes à moitié gelées qui attendaient derrière lui. « La signature de ton père ne vaut même pas l'encre avec laquelle elle a été écrite. » Le banquier de la ville gloussa. Deux femmes de rangée chuchotèrent et détournèrent le regard. Silas ne dit rien. Il serra les mâchoires, puis se tourna vers la porte. Le vent la claqua derrière lui, un bruit qui résonna plus fort que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Il rentra chez lui à cheval dans le crépuscule naissant, le froid lui transperçant le manteau. La clôture apparut à travers la neige, des poteaux sombres s'étirant dans le néant blanc. Puis il l'entendit, le cri d'un enfant, faible et désespéré, transperçant la tempête comme un couteau. Il provenait de sa propre clôture, à moins de 20 mètres devant lui. Un son qui n'avait rien à faire là. Silas descendit de son cheval et avança en trébuchant dans la neige. La neige était profonde et montait jusqu'aux genoux. Son souffle formait des nuages gelés. Le cri retentit à nouveau, plus faible encore. Il la trouva près du poteau d'angle. Une enfant, âgée d'environ 8 ans, recroquevillée contre le bois. Son manteau était trop fin. Son visage était bleu. Dans ses bras, elle serrait un paquet de fourrure brune qui gémissait. « Hé !» dit Silas, la voix rouillée par le manque d'usage. « Hé, je suis là. » Elle ouvrit les yeux, sombres, le regard vague. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Il ôta son propre manteau et l'enveloppa, elle et son paquet. Le chiot à l'intérieur poussa un faible jappement. Silas les souleva tous les deux et se mit en route vers la cabane. Le vent hurlait. Sa chemise fut immédiatement trempée, de la glace se formant sur le tissu. Ses épaules brûlaient. Peu importait. Il ouvrit la porte de la cabane d'un coup de pied. Le feu à l'intérieur était presque éteint. Il posa l'enfant sur la peau de bête et attrapa toutes les couvertures qu'il possédait. Ses vêtements étaient gelés. Il dut les découper avec son couteau. Le chiot tomba, tremblant, les pattes écorchées. Silas attisa le feu jusqu'à ce qu'il rugisse. Il fit chauffer de l'eau. Il enveloppa l'enfant dans de la laine sèche en serrant bien les couvertures. Il installa le chiot dans une caisse en bois près de l'âtre. Puis il s'agenouilla et vérifia son pouls. Faible, filiforme, mais présent. Il appuya ses doigts rugueux sur son front, froid comme une pierre de rivière. « Allez, petite, murmura-t-il, ne me lâche pas. » Il passa 1 heure à réchauffer de l'eau, à la faire couler entre ses lèvres bleues, à lui frotter les mains et les pieds pour rétablir la circulation. Le chiot gémissait dans sa caisse et il lui donna du lait chaud à l'aide d'un chiffon. Dehors, la tempête de neige hurlait. À l'intérieur, les seuls bruits étaient ceux du feu, des craquements et d'une respiration superficielle. Vers minuit, la porte vibra. Silas attrapa son fusil, puis se détendit. On frappa à nouveau. 3 coups secs. « C'est Abel », dit d'une voix. Silas ouvrit la porte. Abochin entra, les épaules couvertes de neige, portant un pot de bouillon. C'était un homme nerveux, âgé de 35 ans, aux mains fermes et aux mouvements calmes. Abel s'arrêta lorsqu'il vit l'enfant. « Je l'ai trouvé près de la clôture », dit Silas. Abel posa la marmite près du feu et s'agenouilla à côté de la fillette. Il examina son visage, puis remarqua quelque chose à sa gorge, une fine chaîne. Il la souleva délicatement. Un médaillon en argent, petit et cabossé. Elle le portait. Silas acquiesça. Et le retourna. Au dos était gravé en lettres fines et 1869. Des initiales, dit Abel à voix basse. Il jeta un coup d'œil à Silas. « Tu sais qui elle est? » « Non. » Bell reposa délicatement le médaillon sur sa poitrine. Il versa du bouillon dans une tasse en étain, souffla dessus et l'attendit. Morse a interrogé les habitants de la ville au sujet des litiges frontaliers. Silas serra les mâchoires. « Laisse-le demander. Il dit que tu as jusqu'au printemps pour t'enregistrer. 90 jours, Silas. Après cela, si tu ne peux pas prouver tes droits, je sais ce qu'il dit. » Abel acquiesça lentement. Il n'insistait pas. Il ne l'avait jamais fait. C'était pour cela que Silas le gardait à son service, même lorsque l'argent venait à manquer. L'enfant remua, ses paupières papillonnèrent. Silas s'approcha, ses genoux craquant. « Doucement, dit-il.
Elle ouvrit les yeux, bruns, effrayés, cherchant quelque chose. Ils se posèrent sur le visage buriné de Silas, puis sur le feu, puis sur le chiot dans la caisse. Ses lèvres bougèrent et Silas se pencha. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était à peine audible, presque inexistante. Papa a dit. Elle toussa d'une voix sèche et rauque. Papa a dit, trouve le rancher. Silas fronça les sourcils. Ton papa? Où est-il, petite? Elle ferma à nouveau les yeux, sa respiration se stabilisa. Ce n'était pas le sommeil, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Elle délire, dit Abel à voix basse. Silas toucha à nouveau son front, toujours froid, mais moins qu'avant. Peut-être. Abel se leva et se dirigea vers la porte. Je reviendrai te voir demain. Tu as besoin de quelque chose? Ça va. Abel regarda la fillette, puis Silas. Une expression indéchiffrable passa sur son visage. Tu en es sûr? Silas ne répondit pas. Abel serra son manteau et sortit dans la tempête. Silas s'assit près du feu, le fusil sur les genoux. L'enfant dormait. Le chiot ronflait doucement dans sa cage. Le vent martelait les murs, mais la cabane tenait bon. Les heures passèrent. À l'aube, la fillette parla à nouveau. Sa voix était plus claire cette fois, bien que toujours enrouée par la fièvre. « Rose des vents », murmura-t-elle. Silas se pencha en avant. « Quoi ?» Sa petite main bougea sous les couvertures, serrant le médaillon autour de son cou. Papa a dit, « Rose des vents, trouve le rancher. » Puis elle se tut à nouveau. Silas fixa le médaillon et les initiales qui y étaient gravées. Hein? Il ne connaissait aucun H. Hartwell. Il ne connaissait aucune famille avec ses initiales. Mais quelque part au fond de son esprit, un nom lui vint à l'esprit. Thomas Hartwell, un géomètre mort 2 ans auparavant en marquant le Northern Railroad. Silas sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre, plus froid que la tempête à l'extérieur. Si cet enfant était la fille de Thomas Hartwell, alors l'intérêt de Clayton Morse pour les conflits frontaliers prenait tout son sens. 3 jours plus tard, la tempête éclata. Le ciel s'éclaircit pour devenir d'un bleu intense et éclatant qui faisait mal aux yeux. Silas attela la charrette et conduisit Emma, qui lui avait révélé son nom le 2e jour, en ville. Le chiot était blotti sur ses genoux, niché dans son manteau. La clinique du docteur Miriam Alcott se trouvait au-dessus de l'ancienne mercerie, un bâtiment étroit qui sentait l'acide phénique et la sauge séchée. Le docteur était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant, aux cheveux gris tirés en arrière et aux mains qui ne tremblaient jamais. Elle examina Emma en silence, vérifiant que ses doigts et ses orteils n'étaient pas gelés. La fillette restait assise, immobile, observant tout avec ses yeux sombres et attentifs. « Elle gardera tous ses doigts », dit finalement le docteur. « Les orteils aussi, vous êtes arrivé à temps. » Silas acquiesça, soulagé. Le docteur le regarda par-dessus ses lunettes. « Où sont ses parents? » « Je ne sais pas. Elle a parlé de son papa. Mais Thomas Hartwell, dit Emma doucement. Les mains du docteur s'immobilisèrent. Elle posa son stéthoscope et se tourna vers la jeune fille. Thomas Hartwell était ton père. Emma acquiesça. Le docteur jeta un coup d'œil à Silas, le visage impassible. Thomas est mort il y a 2 ans. Un accident de train dans le nord. Je sais, murmura Emma. Maman est morte l'hiver dernier. De la fièvre. Le visage du docteur s'adoucit. Elle toucha l'épaule d'Emma. « Je suis désolé, mon enfant. » Silas changea de position. « Elle a de la famille? Quelqu'un qui la recherche? »« Pas que je sache, » répondit le docteur après une hésitation. Mais Clayton Morse a posé des questions sur les biens non réclamés et les orphelins. Ce nom frappa Silas comme un coup de poing. Morse. Le docteur acquiesça lentement. Elle se dirigea vers son bureau, sortit un registre et le feuilleta. J'ai vu 6 orphelins entrer dans des contrats d'apprentissage du comté cette année. Tous avaient des terres à leur nom. De petites parcelles pour la plupart, mais des terres quand même. Silas sentit le froid revenir dans son ventre, et Morris s'occupe de la paperasse. C'est vrai. La porte de la clinique s'ouvrit brusquement. Clayton Morris entra, ses bottes brillantes malgré la boue à l'extérieur. Il portait un manteau de laine avec des boutons en laiton et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Eh bien, » dit Clayton, « j'ai entendu dire que tu t'étais égaré, Brennan. » Silas réagit instinctivement et se plaça entre Clayton et Emma. Le sourire de Clayton s'élargit. « Du calme, vieil homme. Je suis juste venu vérifier que l'enfant allait bien. C'est mon travail. Tu sais, le comté a des responsabilités. » « Elle va bien, »
dit Silas. Je peux le voir. Le regard de Clayton glissa de Silas à Emma. Comment t'appelles-tu, ma chérie? Emma ne dit rien. Le chiot sur ses genoux grogna. Un petit bruit ridicule. Clayton gloussa. Elle est timide, ce n'est pas grave. Il sortit un papier plié de son manteau et le tendit à Silas. J'ai pris la liberté de rédiger des documents de tutelle. Temporaires, bien sûr, jusqu'à ce que nous réglions sa situation. Silas ne prit pas le papier. Clayton le posa sur le bureau du docteur. Il y a 200 $ pour vous, Brennan. C'est généreux, étant donné que vous n'avez aucun droit légal sur elle. Le montant resta en suspens. 200 $. Assez pour rembourser sa dette de nourriture. Assez pour réparer le toit de la grange. Assez pour prouver son droit sur la terre. Peut-être. Silas fixa le papier et l'écriture officielle soignée. Quel est votre intérêt dans cette affaire, Morse? Le sourire de Clayton s'estompa. Je suis un fonctionnaire, je m'occupe des orphelins. Vous vous occupez de la terre. Le sourire disparut. La voix de Clayton devint froide et monocorde. Signez le papier, Brennan. Ou ne le signez pas, mais la loi est la loi. Si elle n'a pas de tuteur dans quelques semaines, elle sera placée sous la tutelle du comté. Et je m'occupe des tutelles du comté. Il salua Doc d'un signe de tête, ignora complètement Emma et sortit. La porte se referma derrière lui. L'odeur de son eau de Cologne, de lavande et d'une substance huileuse flottait dans la pièce. Doc se dirigea vers la fenêtre et regarda Clayton traverser la rue en direction de son bureau. Il ne bluffe pas. Silas prit le document. Les mots se confondaient. Il ne savait pas bien lire, n'ayant jamais été scolarisé, mais il reconnut la ligne de signature au bas du document. « Que cherche-t-il vraiment? » demanda Silas à voix basse. Doc se détourna de la fenêtre. Elle regarda Emma, puis Silas. « Je dois vérifier les registres du comté. Donnez-moi 1 heure. » 1 heure plus tard, Silas était assis dans l'arrière-boutique de Doc, tandis qu'Emma faisait la sieste sur un lit de camp. Le chiot blotti à ses côtés. Doc revint avec un registre relié en cuir et une carte enroulée. Elle étala la carte sur la table. Elle montrait la vallée, le ruisseau, la voie ferrée. La terre de Silas était marquée à l'encre délavée, 40 acres, la concession de son père datant de 1872. Doc désigna une annotation dans la marge. Thomas Hartwell avait déposé une demande d'exploration minière en 1869. Il revendiquait les droits sur les gisements de cuivre situés sous cette section. Elle tapota la carte. La section de Silas. Il retint son souffle. « Les droits de surface vous appartiennent, » dit Doc avec précaution. « La concession de votre père est solide, mais les droits miniers sont revenus à Hartwell. Et quand Hartwell est mort, ces droits ont été transmis à son héritier. » « Emma, » dit Silas. « Emma. » Silas fixait la carte, le ruisseau où il pêchait depuis 15 ans, la clôture qu'il réparait chaque printemps, la terre qu'il croyait être la sienne. « Combien valent-ils? » demanda-t-il. Doc sortit une coupure de journal. Les syndicats ferroviaires rachètent les concessions minières. Le cuivre atteint des prix élevés. Je dirais 10 000 $, peut-être plus. 10 000? Les 40 acres de Silas ne valaient pas le 10e de cette somme. Et si elle ne les revendique pas avant le registre du printemps, demanda-t-il. Eh bien qu'il connaisse déjà la réponse. Le visage du docteur était sombre. Les droits reviennent au propriétaire du terrain adjacent. C'est Clayton Morse. Il a racheté les parcelles de chaque côté de la vôtre l'automne dernier. Silas se rassit. Les pièces du puzzle s'assemblaient, claires et froides. Clayton ne voulait pas d'Emma. Il la voulait morte ou disparue, ou qu'elle signe un contrat qui lui donnerait le contrôle légal. Il voulait les droits miniers et il avait 90 jours pour les obtenir. Doc se pencha en avant. « Silas, si vous la gardez, vous vous interposez entre Clayton Morse et 10 000 $. Silas regarda à travers la porte l'enfant endormi, la petite poitrine du chiot qui se soulevait et s'abaissait. « Je sais, dit-il. » Dehors, une horloge sonna. Le son résonna dans les rues gelées, marquant les heures qui s'écoulaient. Doc ferma le registre et regarda Silas longuement. « Tu ne peux pas le combattre seul. Clayton a le shérif dans sa poche. Il a le greffier du comté. Il a la moitié du conseil municipal. « Qu'est-ce que j'ai? » demanda Silas. « Moi, répondit Doc, pour ce que ça vaut. » Silas croisa son regard. Il était ferme, sans concession. Il connaissait Miriam Alcott depuis 20 ans.
Elle avait mis au monde son fils. Elle était restée à ses côtés lorsque le garçon était mort. Elle n'avait jamais demandé d'argent. Elle n'avait jamais refusé d'aider qui que ce soit. Pourquoi? Demanda-t-il. Parce que j'ai vu trop d'enfants disparaître dans ces contrats d'apprentissage. J'ai recousu trop de blessures qui n'auraient pas dû exister. Sa voix était calme, dure, et parce que Clayton Morse est un salaud qui se cache derrière la paperasse. Silas acquiesça lentement. Alors je pense que j'en ai assez. 1 heure plus tard, ils chargèrent Thomas dans le chariot. Le chiot qu'elle avait baptisé Three Paw, bien qu'il ait encore ses 4 pattes, était assis sur ses genoux. Les rues étaient presque désertes, la glace crissait sous les roues. À mi-chemin, Emma prit la parole. « Monsieur Brennan, Silas va bien. » Elle resta silencieuse un instant, regardant défiler les champs enneigés. Doc dit, « Mon papa a déposé des papiers pour la terre. » C'était vrai. Est-ce que cela signifiait que cette terre lui appartenait? Silas ne savait pas quoi répondre. La terre lui appartenait légalement. Mais la légalité n'avait pas beaucoup d'importance quand des hommes comme Clayton Morse contrôlaient la loi. Cela signifie, dit-il prudemment, que tu as un droit et que ce droit mérite d'être protégé. Elle acquiesça, mais il n'était pas sûr qu'elle comprenne. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane, Abel les attendait sous le porche. Il avait nettoyé les étables et coupé une corde de bois. De la fumée s'élevait de la cheminée. « J'ai entendu dire que Morris t'avait rendu visite en ville, » dit Abel. « Les nouvelles vont vite, comme toujours. » C'est vrai. Abel observa le visage de Silas, puis celui d'Emma. « Tu la gardes pour l'instant? » Abel acquiesça d'un signe de tête, comme si cela réglait la question. Il fouilla dans son manteau et en sortit une corde. Le chanvre sentait encore la fibre fraîche. Je pensais apprendre à la fille à tresser. Le printemps n'est pas loin. Elle aura besoin de savoir comment faire. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. C'était la première fois que Silas voyait une véritable lueur dans son regard. Au cours de la semaine suivante, Abel vint chaque après-midi. Il montra à Emma comment tordre le chanvre, comment faire des nœuds qui tiendraient sous la tension. Ses mains bougeaient avec une aisance acquise par l'habitude et il parlait d'une voix basse et patiente. Silas observait depuis le porche en réparant une bride. « Mon grand-père, dit Abel un après-midi, disait souvent, « La terre se souvient des mains qui la travaillent, pas des noms sur le papier. » Emma fronça les sourcils, concentrée sur la tresse. « Mais M. Morse a des papiers. »« C'est vrai, admit Abel, mais les papiers peuvent mentir. La terre, non. » Silas leva les yeux. Abel croisa son regard et quelque chose de tacite passa entre eux. Ce soir-là, après qu'Emma se fut endormie, Silas s'assit près du feu avec une tasse de café amer. Abel resta tard, se réchauffant les mains. « Si elle détient les droits miniers, dit Abel doucement, et que tu es son tuteur, je ne suis pas son tuteur, pas légalement. Mais si tu l'étais, insista Abel, elle pourrait te laisser rester. Elle pourrait te céder le terrain ou le louer. Elle a 8 ans. Silas a dit qu'elle ne pouvait rien signer qui ait de la valeur. Pas avant d'avoir l'âge légal. Mais elle pourrait déposer une déclaration d'intention. Elle pourrait rendre public que ce terrain lui appartient et que tu es ici avec sa permission. Silas fixa le feu. Cela ne ferait qu'inciter Clayton à agir plus vite. Abel resta silencieux pendant un moment. Puis Doc se renseigna. Clayton a des dettes importantes. Les syndicats ferroviaires lui réclament 8 000 $ avant l'été. Il est désespéré. Les hommes désespérés font des choses désespérées. C'est vrai. Abel se tenait debout, serrant son manteau autour de lui. C'est pourquoi tu ferais mieux d'être prêt. 2 jours plus tard, Doc arriva avec des nouvelles. Elle portait une sacoche en cuir et son visage était tendu. « J'ai trouvé quelque chose, dit-elle. » Silas lui versa du café. Emma était assise à la table, tressant une corde sous le regard attentif d'Abel. Three Paws somnolait près du feu. Doc sortit un papier plié. Les notes originales de Thomas Hartwell. Elles avaient été déposées au bureau territorial, pas au comté. Clayton n'était pas au courant. Silas prit le papier. Les barres étaient jaunies. L'encre était effacée. Les gars se touchaient. Le était effacé, mais l'écriture était claire. Des coordonnées, des mesures, une carte dessinée à la main. « Qu'est-ce que je regarde? » demanda-t-il. Doc désigna les bornes. Thomas les a placées en 1879. Elles sont censées se trouver au coin nord-est de votre concession. Vraiment? Non. Le doigt de Doc se déplaça. D'après ceci, ils devraient se trouver 200 mètres plus à l'est. Quelqu'un les a déplacés. Silas sentit l'air quitter ses poumons.
Clayton. C'est mon hypothèse. Il a redessiné la carte du commit pour que ces parcelles semblent adjacentes. Mais si nous pouvons trouver les bornes d'origine, cela prouverait la fraude. Abel termina. Doc acquiesça, et cela annulerait sa concession. Emma leva les yeux de son tressage. Cela signifie-t-il qu'il ne peut pas prendre la terre? Cela signifie, dit Doc doucement, que nous avons peut-être une chance. Silas fixa les notes d'arpentage écrites de la main soignée de Thomas Hartwell. L'homme qui lui avait sauvé la vie en le tirant d'une rivière gelée en 77, alors que Silas avait été éjecté de son cheval. L'homme dont la fille était maintenant assise à sa table, apprenant à tresser de la corde. Nous devons trouver ces bornes, dit Silas. Le ruisseau est encore gelé, dit Abel, mais le dégel approche, peut-être dans 3 semaines. Doc plia soigneusement le papier et le tendit à Silas. Garde ça en sécurité et protège-la. Emma posa sa corde. Elle regarda Silas, ses yeux sombres, sérieux au-delà de son âge. « Je peux rester ici ?» demanda-t-elle doucement. « Pour toujours. » Silas ouvrit la bouche. Aucun mot ne sortit, car en vérité, il ne savait pas. Il ne savait pas s'il pouvait la garder. Il ne savait pas si la loi le lui permettrait. Il ne savait pas si Clayton Morse leur accorderait 3 semaines. Dehors, le vent se levait. La glace craquait dans les arbres, et quelque part au loin, un cavalier approchait dans le crépuscule naissant. Le cavalier était le shérif Jameson. Il arriva au coucher du soleil, son cheval soufflant de la vapeur dans le froid. Silas l'accueillit sous le porche, fusil à la main, mais baissé. « Silas, dit le shérif, il ne descendit pas de cheval. Le shérif Jameson était un homme corpulent, âgé d'une 40aine d'années, avec une moustache grise et des yeux fatigués. Il avait été un homme de loi intègre avant que Clayton Morris n'achète la moitié du comté. J'ai des papiers pour vous. » Jameson sortit un document plié de son manteau. Ordonnance du comté concernant l'enfant. Silas prit le papier. Il ne savait pas lire les caractères juridiques, mais il vit le sceau au bas du document. Officiel. Que dit-il? Jameson se déplaça sur sa selle. Il dit qu'Emma Hartwell est sous la tutelle du comté, qui établit la garde légale. Il dit qu'elle doit être placée sous la garde du comté dans les 24 heures. Ces mots le frappèrent comme des coups de poing. « Sur l'autorité de qui ?» demanda Silas, même s'il connaissait déjà la réponse. « Clayton Morse. C'est l'administrateur du comté chargé des cas d'orphelins. C'est un fichu voleur. » Jameson serra les mâchoires. « C'est peut-être vrai, mais il s'agit d'une décision judiciaire, Silas. Je dois l'appliquer. Elle reste avec moi. Vous n'avez aucun droit légal. Vous n'êtes pas de sa famille. Vous n'avez pas été désigné comme tuteur. Elle a 8 ans. Elle a failli mourir de froid. Je ne la confierai pas à ce serpent. » Jameson regarda derrière Silas, vers la porte de la cabane où Emma se tenait debout, observant la scène. Three-Paw était assis à ses pieds, les oreilles aplaties. « Je n'aime pas ça plus que toi, » dit Jameson doucement. « Mais si tu refuses, Morse enverra des adjoints. Peut-être plus. Qu'il le fasse. »« Silas, j'ai dit qu'il le fasse. » Jameson le fixa longuement. Puis il plia le papier et le rangea dans son manteau. « Tu as 24 heures. Après ça, je n'y peux plus rien. » Il fit demi-tour et repartit vers la ville. Le bruit des sabots s'estompa dans le crépuscule. Silas resta sur le porche, le froid lui transperçant la chemise. Emma vint se placer à ses côtés. « Est-ce que je pars? » demanda-t-elle. « Non. Monsieur Morris veut que je parte. »« Je sais. » « Pourquoi? » Silas baissa les yeux vers son visage émacié, ses yeux sombres qui avaient trop vu. « Parce que tu as quelque chose qu'il veut. La terre. La terre. » Elle resta silencieuse un instant. « Puis mon papa m'a dit que la terre était importante. Il m'a fait promettre de trouver le rancher si quelque chose arrivait. Il a dit que le rancher saurait quoi faire. » Silas sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. « Ton papa me connaissait. Il disait que tu étais un homme qui ne manquait jamais à sa parole. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est vrai? » Avant qu'il n'ait pu répondre, la charrette du docteur entra dans la cour dans un bruit de ferraille. Elle descendit, le visage sombre. « Je suis allé au bureau du comté, » dit-elle sans préambule. « J'ai consulté les registres fonciers. » Silas attendit. Le docteur étala une carte sur la balustrade du porche. Voici la concession minière originale de Thomas Hartwell, déposée en juin 1869. Elle désigna un point. Et voici la concession de surface de votre père, déposée en avril 1872. Silas étudia la carte. Les lignes se chevauchaient. Sa terre.
les minéraux de Thomas. Donc, la fille est propriétaire de ce qui se trouve sous ma terre. Il répondit, oui, mais il y a plus. Doc sortit un autre document. Voici le registre des actes pour votre concession. Silas le prit. Le document était vieux, l'encre brune, la signature de son père en bas, tremblante mais lisible. Qu'est-ce que je regarde? La date, dit Doc, le 14 avril 1872. Donc, Thomas Hartwell a déposé une correction en 1880. Il a revendu la vallée après le passage de la ligne de chemin de fer et, d'après ses notes, les bonnes de votre père étaient mal placées d'environ 40 acres. Au début, ces mots n'avaient aucun sens, puis ils en ont pris. Silas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Vous voulez dire que je suis sur les terres de Hartwell? Pas seulement les minéraux, mais aussi la surface. Le visage de Doc était pâle. Je dis que Thomas Hartwell était propriétaire de toute cette section, la surface et les minéraux. La demande de votre père a été déposée de bonne foi, mais elle n'a jamais été correctement étudiée. Thomas le savait. Il a déposé la correction, mais il ne l'a jamais appliquée. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'en fichait. Peut-être qu'il pensait que cela ne valait pas la peine de se battre. Mais légalement, elle s'est arrêtée, a regardé Emma, puis Silas. Légalement, cette terre lui appartient. En totalité. Silas resta immobile. Le vent soufflait dans les pins. Quelque part, une branche craqua sous le poids de la glace. J'ai travaillé une terre qui ne m'appartenait pas, dit-il doucement. Pendant 10 ans, confirma Doc. Thomas m'a sorti du ruisseau en 77. Il m'a sauvé la vie. Et depuis, je squatte sa terre. Tu ne savais pas. Peu importe. Silas regarda Emma. Ton père était propriétaire de cet endroit et je l'ai pris. Emma fronça les sourcils. Tu ne l'as pas pris. Tu t'en es occupé. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, ça l'est. Doc plia les papiers. Clayton sait qu'il doit le faire. C'est pour ça qu'il insiste autant. Si Emma dépose sa demande, elle obtient tout. La surface, les minéraux, tout. Et si elle te désigne comme son contremaître ou son locataire, tu peux rester. Et si elle ne dépose pas de demande, si elle est sous la garde du comté, lorsque le délai de 90 jours expire, Clayton devient son tuteur légal. Il contrôle ses biens. Il peut vendre les droits de minier, louer la terre, faire tout ce qu'il veut. Et toi, dit Doc d'une voix plus douce, tu n'as aucun droit. Silas n'en a jamais eu. La vérité s'abattit sur lui comme la neige, froide, lourde, inéluctable. Il avait bâti sa vie sur une terre qui ne lui appartenait pas. Il avait enterré son fils ici, sa femme, son père, et rien de tout cela ne lui avait jamais appartenu. Silas, dit Doc, nous pouvons nous battre. Nous pouvons déposer la demande d'Emma. Avec quoi? Sa voix était rauque. Je ne sais pas lire les documents juridiques. Je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Et tu penses que le greffier du comté va intenter un procès contre Clayton Morris? Nous trouverons un moyen. Il n'y a pas de moyen. Tu l'as dit toi-même. Clayton a la loi de son côté. Il a le shérif. Il a tout. Emma tira sur sa manche. Mais tu m'as, moi. Il baissa les yeux vers elle. Et j'ai la terre, dit-elle. Et si elle est à moi, alors je dis que tu peux rester. Tu as 8 ans. Tu ne peux pas. Mon papa a dit que la terre se souvient. Monsieur Abel l'a dit aussi. Et si la terre se souvient, alors elle sait que tu as été bon avec elle. Elle sait que tu appartiens à cet endroit. Silas sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose de vieux, de figé et enfoui profondément. Je n'appartiens pas à cet endroit, dit-il. Je ne t'ai jamais appartenu. Doc posa une main sur son bras. Tu lui as sauvé la vie. Et elle m'a sauvé la mienne il y a 10 ans, quand son père m'a sorti de ce ruisseau. Donc, je pense que nous sommes quittes. Ce n'est pas. Si, ça l'est. Silas se redressa. Demain matin, je l'emmènerai en ville. Je la confierai à Jameson et ce sera fini. Silas? Non. C'est fini, Miriam. Il se retourna et entra dans la cabane, la porte se refermant derrière lui. Doc resta sur le porche, les cartes dans les mains. Emma leva les yeux vers elle, les joues baignées de larmes. Il ne le pense pas vraiment, murmura Emma. Doc s'agenouilla et serra la fillette contre elle. Je ne sais pas, mon enfant, je ne sais pas. À l'intérieur, Silas était assis près du feu. Le fusil reposait sur ses genoux. Le titre de propriété, le mensonge de son père, était posé sur la table. Dehors, la nuit était tombée, froide et définitive. Silas ne dormait pas. Il était assis dans le fauteuil près du feu,
regardant les flammes brûler faiblement. Emma s'était endormie en pleurant sur le lit de camp. Three Paw était allongé à côté d'elle, une patte étendue sur sa cheville. À l'aube, la porte s'ouvrit. Abel entra sans frapper. Il portait une bobine de corde neuve sur l'épaule. « Tu comptes abandonner ?» demanda Abel. Silas ne le regarda pas. « Je n'abandonne pas. Je fais face à la réalité. La réalité. » Abel posa la corde sur la table. « La réalité, c'est... Hey! Est-ce que cette fille a besoin de toi? Elle a besoin de sa terre, et elle l'aura une fois que Clayton aura pris le contrôle. Tu y crois? » Silas resta silencieux. Abel tira une chaise et s'assit. « Mon grand-père est arrivé dans ce pays sans rien. Il a travaillé sur la ligne de chemin de fer pendant 10 ans. Les Blancs lui crachaient dessus. Ils l'insultaient, mais je ne répéterai pas leurs propos. Il a économisé chaque centime et, lorsqu'il en a eu assez, il a acheté un terrain dans les collines. Je connais cette histoire, Abel. Alors tu sais ce qui s'est passé ensuite. Le greffier du comté a déclaré que l'acte était invalide. Il a dit que les Chinois ne pouvaient pas posséder de propriété. Mon grand-père s'est battu. Il l'a traîné en justice. Il a perdu. Il a tout perdu. » La voix d'Abel était calme, posée, mais avant qu'il ne prenne la terre, il a fait quelque chose. Il a planté un verger. Des pommiers, 2 douzaines. Silas leva les yeux. « Ces arbres sont toujours là, » dit Abel. 30 ans plus tard d'un homme qui a volé la terre respire. Mais les arbres se souviennent de celui qui les a plantés. La terre s'en souvient. C'est une belle histoire, Abel. Ne change pas la loi. Non, mais cela change ce qui compte. Abel se leva. Il ramassa la corde. J'apprends à Emma à tresser aujourd'hui. Tu es le bienvenu si tu veux l'aider, ou tu peux rester assis ici et t'apitoyer sur ton sort. Il sortit en laissant la porte ouverte. L'air froid s'engouffra dans la cabane. Silas resta assis un long moment. Puis il se leva, enfila son manteau et le suivit. Dehors, Abel avait installé 2 poteaux dans la cour. Emma se tenait d'entre les deux, toujours vêtue de sa chemise de nuit et de son manteau, son souffle formant de la buée dans la lumière du petit matin. Three Paw sautillait en cercle autour de ses jambes. Abel lui tendit un morceau de corde. 3 brins. Si tu les tresses bien serrés, ils peuvent retenir un bœuf. Si tu les tresses trop lâchement, elles se cassent, moi. Emma prit la corde, les doigts engourdis par le froid. Comme ça, dit Abel. Il lui montra comment faire. Par-dessus, tire. Ses mains bougeaient avec l'aisance de quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Emma essaya, mais les brins s'en mêlèrent. Encore une fois, dit Abel. Elle réessaya, avec plus de succès cette fois. Silas observait depuis le porche. Le soleil se levait, pâle et froid. La neige était maintenant recouverte d'une croûte scintillante comme du verre brisé. « Monsieur Brennan » appela Emma. Il s'approcha. Elle lui attendit la corde, à moitié tressée. « Est-ce que c'est bon? » Silas l'examina. Le tissage était irrégulier, mais la structure était solide. « Ça tiendra. » Son visage s'illumina. Abel lui tendit un morceau de corde. « Montre-lui le nœud fini. » Silas le prit. Ses mains se souvenaient du mouvement. Boucle, torsade, tiré. Il l'avait appris de son père, qu'il avait appris de son père. Le nœud était serré, net et solide. Emma observait attentivement. « Je peux essayer? » Il lui donna la corde. Elle tâtonna 2 fois, puis y parvint. Le nœud n'était pas très joli, mais il tenait. « Bien, » dit Silas. Ils travaillèrent pendant 1 heure. Le soleil montait dans le ciel. Les doigts d'Emma devenaient plus sûrs. Lorsqu'ils eurent terminé, elle avait tressé une corde d'une longueur totale de 1,5 mètres, suffisamment solide pour le travail au ranch. Elle la brandit en souriant. « C'est moi qui l'ai faite. Vraiment? » Abel acquiesça. Elle regarda Silas. « On peut l'utiliser pour le sieving? Le vêlage n'aura lieu que dans 1 mois. Mais quand ce sera le moment, on pourra l'utiliser. » Silas croisa son regard, sombre et plein d'espoir, et confiant d'une manière qui lui serrait le cœur. « Si tu es toujours là, dit-il doucement. » Son sourire s'estompa. « Je serai là. Emma, je le serai. » Elle serra la corde contre sa poitrine. « C'est ma maison. Tu as dit que la terre se souvienne, alors elle se souvient de moi maintenant. J'ai tressé cette corde. J'ai planté ces graines près de la clôture. J'ai donné un nom à Three Paw. La terre le sait. » Abel croisa le regard de Silas. Il ne dit rien. Emma s'approcha. « Et si cette terre est à moi, alors je dis que tu restes. Je me fiche de ce que dit M. Moore. Je me fiche de ce que disent les journaux. Tu restes. » Silas s'agenouilla à sa hauteur. « Ce n'est pas si simple, ma fille.
Pourquoi? Parce que je n'ai aucun droit légal, et Clayton Morse en a. Alors nous trouverons un moyen d'obtenir un droit légal. Il n'y en a pas. Si, il y en a un. Elle lui saisit le bras, ses petits doigts s'étonnamment forts. Le docteur a dit qu'il y avait des notes d'arpentage. Elle a dit qu'il y avait des preuves. Il suffit de les trouver. Silas regarda Abel. Le ruisseau est encore gelé, dit Abel, mais ça ne durera pas. Encore une semaine, peut-être deux. Quand le dégel arrivera, nous pourrons fouiller les berges. Si les bornes d'origine sont là, nous les trouverons. Et si Clayton arrive avant, nous le retiendrons. Silas se redressa. Il regarda la cabane, la clôture, la terre qu'il avait travaillée pendant 10 ans, une terre qui ne lui avait jamais appartenu. Mais Emma avait raison. La terre se souvenait. Elle se souvenait de sa sueur, du sang de son père, du rire de son fils avant que la fièvre ne l'emporte. Peut-être que cela avait de la valeur. Peut-être que non. Mais la fille qui se tenait devant lui, la fille dont le père lui avait sauvé la vie, elle valait tout. D'accord, dit Silas doucement. Le visage d'Emma s'illumina. D'accord, d'accord, nous attendrons le dégel. Nous trouverons les bornes et nous nous battrons. Elle se jeta dans ses bras, la corde s'emmêla entre eux, le chanvre rugueux contre son cou. Silas la serra délicatement, comme si elle risquait de se briser. Derrière eux, le soleil dépassait les montagnes, et quelque part au loin, la glace dans le ruisseau gémissait. Le dégel approchait. Le dégel arriva lentement, puis tout d'un coup. Pendant 3 jours, la température grimpa. La neige ramollit et s'affaissa. Des glaçons goûtèrent des avantoirs, marquant le temps d'un rythme régulier. Le ruisseau, gelé depuis novembre, commença à craquer et à gémir. Le 4e jour, Silas se rendit en ville pour s'approvisionner. Il laissa Abel avec Emma et un fusil chargé. Les rues étaient des rivières de boue. Les chevaux s'y enfonçaient, la tête baissée, et les trottoirs étaient glissants à cause de la fonte. Silas attacha son cheval devant le magasin général et entra. L'odeur le frappa. Café, cuir, lampe, huile. Le commerçant, un homme mince nommé Holloway, leva les yeux de son grand livre. « Silas, bonjour. J'ai entendu dire que tu avais des ennuis. Les nouvelles vont toujours vite. » Silas ne dit rien. Holloway s'appuya sur le comptoir. Réunion publique hier soir à l'église. Silas sentit son estomac se nouer. « Et toi et la petite? » Holloway jeta un coup d'œil vers la porte et baissa la voix. Le pasteur Dow a dit qu'un enfant a besoin de soins appropriés, d'un foyer, d'une éducation. Elle a un foyer. C'est ce qu'a dit Doc, mais les autres... Il hésita. Les autres ont dit qu'un homme seul ne peut pas élever correctement une fille, que ce n'est pas convenable, que le comté a une responsabilité. Laisse-moi deviner. Clayton Morris a mené cette charge. Holloway acquiesça, lui et ses partisans. Ils ont voté 40 contre 60 contre moi. Contre vous. Silas assimila cette information. 40% était plus que ce à quoi il s'attendait, mais 60% suffisait pour transformer la loi en une foule en colère. Qu'a dit le shérif? Jameson ne s'est pas présenté, mais son adjoint, oui. Il a dit, « Si vous ne remettez pas la fille avant la fin de la semaine, ils viendront la chercher. » Silas a payé la farine, le sel et les munitions. Il a chargé les sacs sur son cheval et est rentré chez lui à travers la boue. Cet après-midi-là, le bruit s'est fait entendre. Abel l'a entendu le premier, un craquement profond et résonnant qui a retenti dans toute la vallée. Il était dehors en train de couper du bois. Il posa la hache et écouta. « Le ruisseau, Silas, appela-t-il. » Silas sortit de la grange, Emma le suivit. 3 pas sur ses talons. Ils marchèrent jusqu'à la crête au-dessus du ruisseau. En contrebas, la glace s'était complètement fissurée. L'eau sombre tourbillonnait rapidement et froidement. Des morceaux de glace roulaient en aval, se heurtant contre les berges. « Ça s'ouvre, » dit Abel. Silas acquiesça. « Nous chercherons demain. » À l'aube. Emma tira sur sa manche. « Je peux venir? »« Non, mais tu restes avec Abel. Si Clayton vient, elle se cache. » Abel termina. « Le vendeur de racines. Je sais. » Emma fit la tête, mais elle ne discuta pas. Cette nuit-là, la pluie commença à tomber. Pas une douce pluie printanière, mais une tempête froide qui martelait le toit et transformait la cour en bouillie. L'eau se déversait des gouttières. Le ruisseau rugissait dans l'obscurité. Silas resta éveillé à l'écouter. Quelque part là-bas,
Enfouis sous 10 ans de silt glacé, se trouvaient les repères d'origine de Thomas Hartwell. Des pierres sculptées avec des coordonnées, preuve que Clayton Morse avait redessiné la carte, s'il pouvait les trouver, si l'inondation ne les avait pas emportés avant. Le matin arriva, gris et humide. Silas et Abel partirent à pied, munis de pelles et d'un rouleau de cordes. Le ruisseau avait doublé de largeur. Les berges étaient recouvertes d'argile glissante, jonchées de débris, de branches, de pierres et d'une lame de charrue rouillée. Ils travaillèrent en aval, à la recherche de tout ce qui ressemblait à un repère d'arpentage. Les heures passèrent. La pluie ne cessait de tomber. Là, dit Abel, Silas regarda. À 20 mètres devant eux, à moitié submergée par le courant, une pile de pierres émergeait de la boue. Elle n'avait rien de naturel, elle était trop régulière. Ils attendirent. L'eau leur arrivait aux genoux et était glaciale. Silas atteignit le cairn le premier. La pierre du dessus avait été délogée, mais la base était intacte. Il creusa autour avec ses mains, dégageant la vase, sur le côté, une inscription profonde. Puis Incarnacet DG 18, c'est ça. Silas respira. Abel sortit la carte du dock et vérifia les coordonnées. Cela correspondait aux notes de Hartwell, 200 mètres à l'est de l'emplacement indiqué sur la carte du comté. Ils marquèrent l'endroit avec un grand piquet et un morceau de tissu rouge. Puis ils continuèrent à chercher. À midi, ils avaient trouvé 3 autres cairns. Tous correspondaient au relevé de Thomas Hartwell. Tous prouvaient que Clayton Morse avait déplacé les limites. « On l'a eu », dit Abel. Silas acquiesça, mais sa mâchoire était crispée. « On a la preuve. Ça ne veut pas dire qu'on a obtenu justice. » Ils repartirent vers la cabane épuisés et couverts de boue. La pluie s'était transformée en bruine. Le ciel avait la couleur du fer rouillé. Ils étaient à 1 kilomètre de chez eux lorsqu'ils aperçurent les chevaux. 4 d'entre eux étaient attachés à l'extérieur de la cabane. L'un était le bay du shérif Jameson. Silas ne reconnut pas l'autre. Abel jura entre ses dents. Ils se mirent à courir. À l'intérieur de la cabane, Emma était assise à table. Three-Paw était blotti contre ses jambes et grognait. Le shérif Jameson se tenait près de la porte. 2 adjoints le flanquaient, les mains sur leurs pistolets, et Clayton Morris était assis dans le fauteuil de Silas près du feu, souriant. « Le voilà, » dit Clayton, « l'homme du moment. » Silas entra, suivi de près par Abel. « Sortez de ma maison. »« Votre maison ?» Le sourire de Clayton s'élargit. « C'est la question, n'est-ce pas? À qui appartient cette maison? » Jameson se dandina, mal à l'aise. « Silas, j'ai une ordonnance du tribunal. Emma Hartwell doit être placée sous la garde du comté aujourd'hui. Pour quel motif? Pour le motif que vous n'avez aucune autorité légale pour la garder. Et pour le motif, dit Jameson d'une voix plus dure, que le conseil municipal a voté. Ils estiment que cette fille a besoin de soins appropriés. Elle reçoit des soins appropriés. Un éleveur célibataire vivant seul avec une jeune fille? Clayton se leva et épousseta son manteau. Cela ne me semble pas convenable, ni aux honnêtes gens de cette ville. Silas sentit la rage monter dans sa gorge. Espèce de fils de Careful, Brennan. La voix de Clayton baissa d'un ton. Vous m'avez menacé devant la justice et je vous ferai mettre au fer. Emma se leva. Je ne veux pas partir. Je sais, ma chérie, dit Clayton d'une voix écœurante de douceur. Mais parfois, les enfants ne savent pas ce qui est le mieux pour eux. C'est pourquoi Dieu nous a donné des lois. Dieu ne t'a donné qu'un cœur noir, dit Abel. L'un des adjoints se tourna vers lui. Surveille ton langage, China. Abel serra les mâchoires, mais ne dit rien. Jameson regarda Silas. Je suis désolé, mais la loi est la loi. La loi est un mensonge, dit Silas. Il sortit la carte topographique pliée de son manteau et la jeta sur la table. Les notes originales de Thomas Hartwell, prouvant que Clayton avait déplacé les bornes frontalières, prouvant qu'il avait redessiné la carte du comté. Le sourire de Clayton vacilla. Jameson ramassa la carte et l'étudia, le front plissé. « Nous avons trouvé les cairns, » dit Abel. Les 4 étaient toujours debout, toujours marqués. « T-Chad 169, » Jameson regarda Clayton. « Est-ce vrai? » « Ce sont de vieilles notes d'arpentage, » dit Clayton d'un ton suave. « Elles datent d'avant la création du territoire. Elles ne remplacent pas les registres actuels du comté. Si les registres actuels sont frauduleux, oui, » dit Silas. « C'est une accusation grave, Brennan. Et je la porte. Vous avez déplacé ces bornes. Vous avez redessiné la carte.
Vous volez les terres d'un homme mort depuis 2 ans. Le visage de Clayton se durcit. Prouvez-le. Nous venons de le faire. Non, vous avez trouvé de vieilles pierres qui ne prouvent rien. Clayton se tourna vers Jameson. Shérif, allez-vous faire votre travail ou allez-vous laisser ce squatter défier une décision de justice? Jameson regarda la carte, Emma, puis Silas. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Jameson plia la carte et la rendit à Silas. Je vais devoir voir ces Kyrens moi-même, et je vais devoir consulter un géomètre territorial. Le visage de Clayton devint blanc. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis sérieux quand il s'agit de faire respecter la loi. Et s'il y a des preuves de fraude, il n'y a pas de fraude. Il y a un vieil homme solitaire qui essaye de voler l'héritage d'un enfant. Alors laissez le géomètre décider. Jameson regarda Clayton. En attendant, la fille reste où elle est? Certainement pas. La main de Jameson se posa sur son pistolet. Vous remettez en question mon autorité, Morse? La pièce devint silencieuse. Le sourire de Clayton redevint froid et acéré. Non, shérif, je ne remets pas en question votre autorité. Je vous rappelle simplement que les élections approchent et que j'ai des amis. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et regarda Emma. Profite bien de ton séjour ici, ma chérie. Ça ne sera plus long maintenant. Puis il disparut. Les adjointes le suivirent. La porte claqua. Jameson resta debout dans le silence. Je peux vous accorder 1 semaine, peut-être 2. Mais Silas, si cet arpenteur ne confirme pas ta revendication, je devrais faire respecter l'ordre. Je comprends. Jameson souleva son chapeau et partit. La cabane était silencieuse, à l'exception de la pluie et du feu. Emma leva les yeux vers Silas, les yeux écarquillés. Sommes-nous en sécurité? Silas s'agenouilla et posa une main sur son épaule. Pour l'instant, oui. Mais dehors, la pluie tombait plus fort et l'horloge continuait de tourner. Le géomètre territorial arriva 5 jours plus tard. Il s'appelait Morrison. C'était un homme maigre avec des lunettes argentées et une maillette en cuir remplie d'instruments. Le shérif Jameson l'amena jusqu'au ruisseau dans un chariot du comté. Silas et Abel les conduisirent jusqu'au cairn. L'eau s'était retirée, laissant les pierres exposées et scintillantes sous la faible lumière du soleil. Morrison examina chaque repère avec un soin minutieux. Il mesura les angles à l'aide d'un théodolite en laiton. Il vérifia les coordonnées à l'aide de cartes jaunies. Il parlait peu, son visage était impénétrable. Au bout de 2 heures, il se redressa et nettoya ses lunettes. Ce sont des repères d'arpentage authentiques, dit Morrison. Ils ont été placés par Thomas Hartwell en 1869, conformément aux normes territoriales de l'époque. Jameson acquiesça lentement. Et la carte du comté? Morrison sortit la carte officielle de Clayton et la posa à côté des notes de Hartwell. La carte du comté a été modifiée. Les limites ont été redessinées à environ 200 mètres à l'ouest du levé original. Qui a autorisé ce changement? D'après la date d'enregistrement, Morrison vérifia son registre. La révision a été soumise par Clayton Morse en 1885, il y a 2 ans. Jameson serra les mâchoires après la mort de Thomas Hartwell. Exact. Morse a donc commis une fraude. Morrison hésita. C'est une décision juridique, shérif. Mais les preuves matérielles suggèrent que la carte du comté ne reflète pas le relevé topographique original. Cela suffisait. Jameson plia les cartes. Je vais devoir déposer un rapport auprès du bureau territorial et parler à Clayton Morse. Il ne se laissera pas faire, dit Abel. Je m'y attends. Jameson regarda Silas. Toi et la fille, restez près de chez vous. Je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Ils repartirent vers la ville, laissant Silas et Abel près du ruisseau. Ce n'est pas fini, dit Abel. Non, acquiesça Silas. C'est pas fini. Cette nuit-là, Silas s'assit près du feu et le regarda dormir. Three Paw était recroquevillé au pied de son lit de camp, les oreilles dressées au moindre bruit, accablé par le poids de la journée. Les repères topographiques prouvaient que Clayton avait menti, mais les mensonges avaient tendance à survivre même lorsque la vérité venait frapper à la porte. Il pensa à la terre, à la revendication de son père, déposée de bonne foi mais bâtie sur du sable. À Thomas Hartwell, qui connaissait la vérité et n'avait jamais rien dit, à Emma, qui possédait tout et ne comprenait rien. Silas se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la lune se levait au-dessus des montagnes, pâle et froide. Il dit à Emma qu'il se battrait. Il lui dit que la terre se souvenait. Mais si se battre ne suffisait pas,
Si ce souvenir n'avait aucune importance, il entendit des pas derrière lui. Emma se tenait debout dans sa chemise de nuit, tenant trois pattes. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Silas. Elle secoua la tête. « Je n'arrête pas de penser à Monsieur Morse, à ce qu'il a dit. Ne fais pas attention à lui. Il a dit que je ne savais pas ce qui était le mieux pour moi. » Elle leva les yeux vers Silas. « Tu penses que c'est vrai? » Silas s'agenouilla. « Je pense que tu as 8 ans. Une enfant de 8 ans ne devrait pas avoir à prendre ce genre de décision. Mais je le sais. Je sais que je veux rester ici avec toi. Emma, je sais que tu penses que tu me fais du tort, que tu ne peux pas m'offrir une bonne éducation ou de belles robes, dit-elle d'une voix brisée. Mais je me fiche de ces choses-là. Ce qui m'importe, c'est ça. » Elle fit un geste vers les murs rugueux de la cabane, le mobilier simple, le feu qui brûlait faiblement. « C'est ici chez moi, dit-elle. Et tu es... » Elle s'interrompit et s'essuya les yeux. « Tu es la seule famille qui me reste. » Silas sentit quelque chose se briser en lui. Quelque chose qu'il avait gardé en lui pendant 10 ans, depuis la mort de son fils, depuis que sa femme l'avait quitté, depuis qu'il avait décidé qu'il était plus facile d'être seul que de risquer d'aimer et de perdre à nouveau. Il serra Emma contre lui. Elle pressa son visage contre son épaule et il sentit ses larmes imprégner sa chemise. « Je ne suis pas ton père, » dit-il doucement. « Je sais et je ne suis pas doué pour ça, » dit-il en cherchant ses mots. « Pour être ce dont tu as besoin. Tu l'es déjà. » Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment. Le feu crépitait, le vent soufflait dans les combles. Three-Paw ronflait doucement. Finalement, Emma s'écarta. « Si le géomètre dit que le terrain m'appartient, je peux te faire rester? Légalement? Je ne sais pas. Peut-être. Alors c'est ce que je ferai. Je rendrai ça légal. Je signerai les papiers, quoi qu'il en coûte. » Silas regarda la détermination sur son petit visage, la force qu'elle dégageait, héritée d'un père dont elle se souvenait à peine. « Tu es une battante, dit-il. J'ai appris de toi. » Il esquissa presque un sourire. Le lendemain matin, Doc arriva avant l'aube. Elle ne frappa pas, poussa simplement la porte et entra, le visage pâle. « Miriam. » Silas se leva de sa chaise. « Clayton est au courant. Elle a parlé du relevé. Bien sûr qu'il est au courant. Morrison rédige un rapport. Non, je veux dire qu'il comprend ce que cela signifie. Il sait qu'il va perdre. » Doc posa sa trousse médicale sur la table. Ses mains tremblaient, et il ne laissera pas cela arriver. Abel apparut dans l'embrasure de la porte en boutonnant sa chemise. « Qu'as-tu entendu? » « J'étais à la pension hier soir pour soigner les rhumatismes de Madame Hadley. » Clayton était dans la pièce voisine. Elle marqua une pause. Il était en réunion avec des hommes brutaux qui ne venaient pas de la ville. Silas sentit son sang se glacer dans ses veines. Qu'ont-ils dit? Je n'ai pas entendu grand-chose, mais j'ai entendu ceci. La voix du docteur baissa. Clayton dit, « Si la loi ne lui donne pas la terre, il la prendra d'une autre manière. » Il dit, « Il faut régler les détails. » Et il dit, « La fille ne peut pas déposer de demande si elle est J. » Elle ne put finir. Emma apparut de derrière le rideau, les yeux écarquillés. « Si je suis quoi? » Le docteur regarda Silas, bouleversé. « Si tu n'es pas ici pour déposer une demande, dit Silas calmement, habille-toi, Emma, nous partons. »« Où? » »« Peu importe, quelque part où Clayton ne pourra pas te trouver. »« Non, » dit Emma d'une voix faible mais ferme. « Je ne m'enfuirai pas, Emma. Je ne m'enfuirai pas. » Elle regarda Doc, Abel, Silas. « Si je m'enfuis, il gagne. Il obtient la terre. » « Et toi, » elle désigna Silas, « tu perdras tout. J'ai déjà tout perdu, dit Silas. Il y a 10 ans, cette terre ne m'appartenait pas. Mais elle pourrait t'appartenir. » Emma traversa la pièce et prit la carte cadastrale. « Si je dépose ma demande, si je te nomme contremaître ou tuteur ou tout autre titre prévu par la loi, alors cette terre nous appartiendra à tous les deux. » « Elle a raison, » dit Abel doucement. Silas se retourna vers lui. « Ne fais pas ça. »« Elle a raison, » répéta Abel. « Fuir ne fait que donner du temps à Clayton, le temps d'engager plus d'hommes, le temps d'enterrer les preuves, le temps de s'assurer que quand tu reviendras, si tu reviens, il ne restera plus rien. » Doc acquiesça. Le délai de dépôt expire dans 10 jours. Si Emma ne dépose pas sa demande d'ici là, les droits miniers reviendront aux propriétaires du terrain adjacent. C'est Clayton. Silas regarda chacun d'eux, déterminé et effrayé,
Puis il regarda Emma. « Si nous restons, dit-il, Clayton viendra avec des hommes armés. »« Alors nous serons prêts, dit Emma. Tu es un enfant. Je suis la fille de Thomas Hartwell. » Sa voix ne tremblait pas. « Et c'est ma terre, et je dis que nous devons nous battre pour la défendre. » Silas la fixa du regard, vit son père dans la ligne de sa mâchoire, vit sa mère dans le feu de ses yeux, se vit lui-même, l'homme qu'il était avant que le chagrin ne le vide de sa substance. « D'accord, dit-il, nous nous battrons. » Dehors, le soleil perçait les nuages. La neige avait presque disparu. Le sol se ramollissait. Le printemps arrivait. Mais Clayton Morse aussi. Ils avaient 3 jours pour se préparer. Abel se rendit en ville et revint avec 4 hommes. Des éleveurs qui avaient connu Thomas Hartwell, qui avaient des faveurs à rendre à Silas, ou qui détestaient tout simplement Clayton Morse. C'étaient des hommes âgés, endurcis, armés de fusils et dotés d'une longue mémoire. Doc apporta des provisions, des bandages, du whisky, des munitions. Elle apporta également autre chose, un grand livre relié en cuir. « Je l'ai obtenu de Madame Morse », dit-elle en le posant sur la table. Elle a finalement accepté de nous aider. Silas ouvrit le grand livre, page après page, toutes écrites de la main soignée de Clayton. Des dettes, des paiements, des signatures falsifiées, 6 contrats d'apprentissage d'orphelins, tous liés à des parcelles de terre. « Ce sont des preuves, dit-elle, des preuves qui peuvent envoyer cet homme en prison. Si nous vivons assez longtemps pour les montrer à un juge, dit Abel. » Ils fortifièrent la cabane, empilèrent du bois de chauffage contre les fenêtres, chargèrent tous les fusils, remplirent des seaux d'eau en cas d'incendie. Emma observait tout cela depuis le seuil, 3 pattes à ses pieds. « J'ai peur, » admit-elle doucement. Silas s'agenouilla à côté d'elle. « C'est intelligent. La peur te rend vigilante. »« Tu as peur? » »« Oui. » Elle semblait surprise par cette honnêteté. « Que ferons-nous s'il vient? »« Nous tiendrons bon. Nous lui montrerons qu'il ne peut pas prendre ce qui ne lui appartient pas. » Et s'il s'en moque, Silas la regarda longuement. Puis il se leva et se dirigea vers le poteau de clôture au bord de la cour, le poteau d'angle qui marquait la limite. Il sortit son couteau et commença à graver. Emma le suivit. « Que fais-tu? Je m'assure que la terre se souvienne, répondit-il en gravant soigneusement chaque lettre, profonde et claire. E-M-A-H-A-R-T-W-E-L-L. En dessous, il grava l'année 1887. Lorsqu'il eut terminé, il recula. C'est ta terre maintenant, légale ou non, la terre le sait. Emma toucha les lettres gravées, les suivant du bout des doigts. Je peux en faire une aussi? Demanda-t-elle. Silas lui tendit le couteau. Elle grava lentement, la langue tirée en signe de concentration. Lorsqu'elle eut terminé, Silas lut. Ce. Musique. Pour que tout le monde sache, dit-elle. Ils arrivèrent le 3e jour. Le soleil était haut dans le ciel était dégagé. Silas vit d'abord la poussière, une colonne s'élevant de la route. Trop de poussière pour un seul cavalier. « Ils sont là, cria-t-il. Abel et les 4 éleveurs prirent une position. 2 dans la cabane, 2 dans la grange, Abel sur le toit. Doc entraîna Emma dans la cave à légumes et ferma la porte. Silas se tenait près du poteau de la clôture, fusil à la main. 6 cavaliers émergèrent de la poussière. Clayton Morse les menait, vêtus d'un beau manteau malgré la boue. Derrière lui venaient des hommes de main, des cow-boys au regard dur et armés. Le shérif Jameson n'était pas parmi eux. Ils s'arrêtèrent à 20 mètres. « Brennan !» appela Clayton. « Parlons comme des hommes raisonnables. Nous n'avons rien à discuter. » Je ne suis pas d'accord. Clayton mit pied à terre. Ces hommes restèrent en selle, les mains près de leurs armes. « Je suis venu te faire une offre finale. Ça ne m'intéresse pas, 500 $ en espèces pour la fille et tout ce à quoi elle pourrait prétendre. Elle n'est pas à vendre. Tout est à vendre, Brennan. Tu n'as simplement pas entendu le bon prix. » Clayton s'approcha. « Vous êtes un homme pragmatique. Vous savez comment cela va finir. Vous avez quoi? 4 vieillards et une chinoise. J'ai 6 professionnels. Si vous vous battez contre moi, des gens mourront. Peut-être vous, peut-être la fille. Peut-être vous, dit Silas. Clayton sourit. J'ai la loi de mon côté. J'ai la ville. J'ai l'argent. Qu'avez-vous? La vérité. La vérité. Clayton rit. La vérité, c'est ce que je dis. La vérité, c'est ce qui est écrit dans le registre du comté. Et le registre du comté dit,
Cette terre me revient dans 7 jours. Nous avons trouvé les bornes d'arpentage, dit Silas. Morrison les a confirmées. Votre carte est une fraude. Le sourire de Clayton s'est effacé. Le rapport de Morrison n'a pas encore été déposé et il ne le sera pas. Je m'en suis assuré. Vous menacez un fonctionnaire territorial? Je constate les faits. Morrison a eu un accident en rentrant en ville. Il s'est cassé le bras et a perdu ses notes. C'est vraiment dommage. Les yeux de Clayton étaient froids. Vous n'avez aucune preuve, Brennan. Et dans 7 jours, tout m'appartiendra. Silas sentit la rage monter en lui, mais il garda un ton calme. J'ai des preuves. Le docteur Alcott a votre registre. Le vrai, avec toutes vos dettes et vos contrats de travail falsifiés. Pour la première fois, Clayton perdit son sang-froid. C'est un mensonge. Non! Votre femme nous l'a donné. Elle en a assez de vous couvrir, Clayton. L'un des hommes de main se tortilla sur sa selle. Un autre jeta un regard à Clayton, le doute s'installant peu à peu. Le visage de Clayton devint rouge. Espèce de fils de... Et nous avons des témoins, continua Silas. 4 hommes qui témoigneront. Vous déplacez ces bornes d'arpentage. Et nous avons Emma Hartwell qui va déposer sa réclamation demain. En toute légalité, elle ne peut pas déposer de réclamation. Elle est mineure. Le docteur Alcott a été nommé son tuteur temporaire par le juge Whitmore ce matin. C'était du bluff, mais Clayton ne le savait pas. « Tu mens », dit Clayton, mais sa voix tremblait. « Essaie donc. » Les 2 hommes se regardèrent fixement à travers la cour boueuse. Le vent soufflait dans les pins. Un corbeau croissa au loin. Puis Clayton se tourna vers ses hommes. « Brûlez la cabane. Tuez tous ceux qui résistent. » Les hommes de main hésitèrent. « J'ai dit brûlez-la. »« Je ne le ferai pas, » dit une nouvelle voix. Tout le monde se retourna. Le shérif Jameson entra dans la cour, flanqué de 2 adjoints. Derrière eux venait un chariot sur lequel se tenait un homme en costume sombre et portant un insigne fédéral. « Agent Calhoun, » dit l'homme en descendant. « Bureau du Marshal des États-Unis, Clayton Morse. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, falsification et complot en vue de commettre un meurtre. » Clayton pâlit. « Vous ne pouvez pas. Nous pouvons. » Calhoun brandit le registre. Madame Morse s'est montrée très coopérative. Elle a fourni des documents attestant 6 saisies frauduleuses de terre, 14 contrats d'apprentissage falsifiés et 8 000 $ de dettes illégales. Il fit un signe de tête à Jameson. « Shérif, si vous voulez bien. » Jameson descendit de cheval et sortit des menottes en fer. « Clayton Morse, vous êtes en état d'arrestation. C'est de la folie. » Clayton recula vers son cheval. « Vous n'avez aucune autorité. L'autorité fédérale prime sur celle du comté, » dit Calhoun, « et nous avons compétence en raison de l'implication du syndicat ferroviaire. Cela en fait un commerce interétatique. » Clayton regarda ses hommes de main. « Arrêtez-les. » Les hommes de main regardèrent l'insigne fédéral, les adjoints, les fusils pointés dans leur direction. Un par un, ils levèrent les mains et descendirent de cheval. Clayton se retrouva seul. Jameson s'avança et passa les menottes aux poignets de Clayton. « Vous avez le droit de garder le silence. Je vous suggère de l'utiliser. » Le visage de Clayton se tordit de rage. Il regarda Silas. « Ce n'est pas fini. »« Oui, » dit Silas calmement. « C'est fini. » La porte du vendeur de racines s'ouvrit. Emma en sortit. Doc la suivait de près. Three Paw bondit en avant en aboyant. Emma courut vers Silas et se jeta dans ses bras. Il la rattrapa et la serra fort dans ses bras. L'agent Calhoun s'approcha. « Mademoiselle Hartwell. » Emma leva les yeux, toujours accrochée à Silas. « Votre demande a été déposée auprès du bureau territorial. Depuis ce matin, vous êtes la propriétaire légale de 160 acres, y compris les droits miniers tels que mesurés par Thomas Hartwell en 1869. » Il lui tendit un document officiel scellé à la cire rouge. « Félicitations. » Emma fixa le papier, puis Silas. « Est-ce vrai? »« C'est vrai, » dit Doc d'une voix rauque. Emma regarda le poteau de la clôture, les noms gravés, la terre qui s'étendait, verte et brune, sous le soleil printanier. « Alors Monsieur Brennan reste, » dit-elle, « comme mon contremaître pour toujours. » Calhoun sourit. « C'est votre droit, mademoiselle Hartwell. » Silas s'agenouilla et regarda Emma dans les yeux. « Vous êtes sûr de votre décision? Je sais que la vie est dure ici. Cette terre n'est pas facile. Je sais, eux. » Elle posa sa petite main sur sa joue burinée, « Mais vous m'avez appris que la famille, c'est ceux pour qui on traverserait une tempête de neige.
Et vous l'avez faite pour moi. Silas sentit quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis 10 ans. L'espoir. Très bien, dit-il. Nous avons du travail à faire. Le printemps commence la semaine prochaine. Emma sourit. J'ai de la corde. Je l'ai tressée moi-même. Derrière eux, le soleil montait dans le ciel. La neige avait disparu. Le ruisseau coulait clair et gravé sur le poteau de la clôture. 2 noms côte à côte, non par le sang, mais par choix. Il fallut 2 semaines pour finaliser les formalités administratives. L'agent Calhoun resta en ville pour démêler les chevaux des fraudes de Clayton Morse. 6 familles récupérèrent leurs terres. 3 orphelins furent libérés de leur contrat d'apprentissage et retrouvèrent des parents éloignés. Clayton lui-même fut emmené à la prison territoriale d'Helena pour y attendre son procès. Les charges retenues contre lui étaient insuffisantes pour le faire condamner à 20 ans de prison. Madame Morse quitta la ville dans la diligence du matin, le visage caché derrière un voile noir. Doc dit qu'elle partait vers l'est, chez sa sœur à Saint-Louis. Personne ne vint la voir partir. Le shérif Jameson conserva son poste, mais de justesse. Le conseil municipal convoqua une réunion extraordinaire. 40% votèrent pour le garder. Cela suffit. J'aurais dû réagir plus tôt, admet Jameson à Silas un après-midi. J'aurais dû voir ce que Clayton faisait. Tu l'as vu quand il le fallait, répondit Silas. Jameson acquiesça, mais le poids ne quitta pas son regard. Le printemps arriva pour de bon. Les prairies verdirent. Des fleurs sauvages fleurirent le long de la clôture. De minuscules fleurs violettes et jaunes qu'Emma avait plantées dans la boue quelques semaines auparavant. La mise bas commença comme prévu. Abel et Silas travaillèrent côte à côte, mettant au monde 8 veaux en bonne santé en 10 jours. Emma aidait comme elle pouvait, tenant les cordes, allant chercher de l'eau, apprenant le rythme de la vie au ranch. Three Paws était autoproclamé gardien des veaux nouveau-nés. Il boitait entre eux sur ses 3 pattes, aboyant contre tout ce qui s'approchait trop près. Les veaux semblaient comprendre. Ils le suivaient comme s'il était l'un des leurs. Les chiens ont plus de bon sens que la plupart des gens, a déclaré Abel un soir. Silas a regardé Three Paws ramener un veau vers sa mère. Je pense aussi. Le premier dimanche de mai, Doc est venu au ranch avec des nouvelles. Elle a apporté un panier de pain et une bouteille de vin de sureau. Le juge Whitmore a signé l'ordonnance finale, a-t-elle déclaré en tendant une enveloppe à Silas. Emma Hartwell est officiellement propriétaire foncière et vous, Silas Brennan, êtes son contremaître légal et son tuteur désigné jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité. Silas ouvrit l'enveloppe. Le document à l'intérieur était un papier épais estampillé d'un sceau officiel. Il ne pouvait pas en lire la majeure partie, mais il reconnut les noms. « Tuteur, dit-il doucement. « Ça te convient? » demanda Doc. Il regarda de l'autre côté de la cour, où Emma était assise sur les marches du porche, tressant une corde, tandis que Three Paws somnolait à côté d'elle. Le soleil de l'après-midi illuminait ses cheveux, les transformant en cuivre. « Oui, répondit Silas. « C'est d'accord. » Ce soir-là, ils se réunirent près du poteau de la clôture. Silas, Emma, Abel et Doc. Le soleil se couchait, peignant les montagnes d'or et de cramoisie. Emma passa ses doigts sur les noms gravés, le sien et celui de Silas, profondément creusés dans le bois. « Mon papa aurait aimé ça, dit-elle. Il aurait aimé que tu restes. »« Ton papa était un homme bon, dit Silas, meilleur que moi. Il t'a sauvé la vie, c'est vrai, et tu as sauvé la mienne. » Emma leva les yeux vers lui. « Je suppose que ça nous rend quitte. » Silas esquissa un sourire. « Je suppose que oui. » Abel s'éclaircit la gorge. « Mon grand-père disait souvent quelque chose en chinois. Cela signifie que la terre ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la terre. C'est tout à fait vrai. » Doc a dit. Emma regarda le poteau de la clôture, les lettres gravées et les fleurs sauvages qui fleurissaient en dessous. « Alors j'appartiens à cet endroit, tout comme M. Brennan. Tout comme nous tous, dit Abel. Ils restèrent silencieux tandis que le soleil descendait. Le ruisseau murmurait au loin. Un rouge-gorge chantait depuis le toit de la grange. Three Paws aboya une fois, poursuivant une ombre que lui seul pouvait voir. « Tu sais ce que je pense ?» dit soudain Emma. « Quoi donc ?» demanda Silas. « Je pense que les noms sur le papier n'ont pas autant d'importance que les gens le disent. Je pense que la terre sait qui l'aime, qui la travaille, qui traverserait une tempête de neige pour elle. » Elle regarda Silas. « Et je pense que mon papa le savait aussi.
C'est pourquoi il n'a jamais rien dit au sujet des limites, parce qu'il savait que tu appartenais à cet endroit. Silas sentit sa gorge se serrer. Peut-être, pas peut-être, c'est vrai. Emma sourit. Et maintenant, c'est officiel. Doc leva la bouteille de vin à Thomas Hartwell, qui savait reconnaître un homme bon quand il en rencontrait un. Ils se passèrent de la bouteille. Même Emma prit d'une petite gorgée, plissant le nez à cause du goût. « À une seconde chance, dit Abel. À la famille, ajouta Doc. Celle que l'on choisit. Salas tenait la bouteille, regardant les trois autres. À ce groupe étrange et disparate qu'il avait soutenu quand cela comptait le plus. À la maison, dit-il enfin. Ils burent tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Les premières étoiles apparurent, froides et brillantes. Emma bâilla et se pencha contre Silas. Three-Paw grimpa sur ses genoux et elle lui caressa les oreilles. « Tu es fatigué? » demanda Silas. « Rentre à l'intérieur. J'arrive dans une minute. » Elle prit Three-Paw dans ses bras et se dirigea vers la cabane. À la porte, elle se retourna. « Monsieur Brennan. »« Oui. Merci pour tout. Tu n'as pas besoin de me remercier, ma fille. Je sais, mais je tenais à le faire. » Elle entra. La porte se referma doucement derrière elle. Abel et Doc prirent un congé et s'engagèrent sur le chemin menant à la ville. Leurs voix s'estompèrent dans le crépuscule naissant. Salas resta seul près du poteau de la clôture. Il passa la main sur les noms gravés, sentant le bois rugueux sous sa paume. La terre s'étendait devant lui, verte et luxuriante, pleine de promesses. Sa terre, celle d'Emma, leur terre, non seulement au sens juridique, mais aussi au sens plus profond, par le sacrifice, par choix, par amour. Il pensa à son fils, enterré sur la colline derrière la cabane. À son père, dont la revendication avait été une erreur, mais dont le travail avait été sincère. À Thomas Hartwell, qui avait connu la vérité et choisi la miséricorde. Ils étaient tous là, dans cette terre, dans les pierres, dans le sol et dans les noms gravés dans le bois. Le vent soufflait dans les pins. Quelque part, un veau appelait sa mère. Salas se retourna et marcha vers la cabane, vers sa maison. J'ai entendu dire que Salas Brennan avait tout perdu ce printemps-là. Il avait perdu ses droits sur la terre que son père avait travaillée. Il avait perdu son nom sur un acte de propriété. Il avait perdu toute la fierté qu'un homme éprouve lorsqu'il pense posséder quelque chose de solide. Mais je pense que ces gens ne comprennent pas ce que signifie vraiment perdre. Vous voyez, un homme peut tenir un acte de propriété dans sa main et rester pauvre dans son âme. Il peut posséder 1000 acres et dormir seul dans le noir, hanté par toutes les choses qu'il n'a pas faites, toutes les personnes qu'il n'a pas sauvées. Silas Brennan a appris quelque chose de différent. Il a appris que la terre n'est pas une question de papier et d'encre. C'est une question de savoir pour qui vous traverseriez une tempête de neige, pour qui vous braveriez la loi, à côté de quel nom vous graveriez le vôtre sur un poteau de clôture, sachant que cela signifie plus que n'importe quelle signature dans un bureau du comté. Emma Hartwell a grandi dans ce ranch. Elle a élevé du bétail et a appris à lire dans les livres médicaux du Dr. Alcott et à tresser des cordes solides quand il le fallait. Three-Paw a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans, gai, muselé et lent, mais il est mort dans son sommeil près du feu, la main d'Emma posée sur sa tête. Abel est resté lui aussi, enseignant à Emma tout ce qu'il savait sur la terre. Comment l'écouter, comment la respecter, comment se souvenir qu'elle n'est qu'empruntée. Et Silas, il a travaillé dans ce ranch jusqu'à ce que ses mains soient trop raides pour tenir une corde. Il a vu Emma se marier avec un homme bon de la vallée voisine. Il a tenu son premier petit enfant, non pas de sang, mais de cœur, et a gravé le nom de ce bébé sur le poteau de la clôture, à côté de tous les autres. On dit que les matins tranquilles de printemps, lorsque les fleurs sauvages fleurissent le long de cette clôture, on peut encore voir ces noms profondément gravés dans le bois. Emma Hartwell, Silas Brennan, contremaître, ni propriétaire, ni squatter, mais membre de la famille. Et je pense que cela vaut plus que n'importe quel acte jamais écrit. La terre se souvient, elle se souvient toujours.